Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission transversale, l'émission de l'Union régionale de la CFE-CGC PACA. C'est un vrai plaisir de partager ces moments et ces thèmes d'actualité. On va parler aujourd'hui de la santé au travail, qui est un thème central, évidemment, avec des accords, 2 accords historiques, c'est le titre de notre émission. On va revenir évidemment sur ces années. On aura beaucoup d'acronymes, mais on va prendre le temps de tout vous expliquer calmement pour essayer de comprendre comment on accompagne évidemment la vie des salariés en entreprise et notamment sur des sites à risque. Je pense notamment au BTP. Avec moi sur ce plateau, Laurent Lobry. Bonjour Laurent. Bonjour. Ravi de vous accueillir, vice-président de l'Union régionale CFE-CGC PACA, et vous êtes administrateur de la CARSAT Sud-Est. Et on reviendra avec vous parce que vous allez nous éclairer sur l'acronyme CARSAT. On connaît beaucoup le régime général, mais assez peu la santé au travail, et vous allez nous en parler dans quelques instants. Merci d'être avec nous. Christian Expert, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin du travail, expert, pardonnez-moi de reprendre, mais on a dû vous la faire assez régulièrement, expert CFE-CGC santé au travail, et vous avez été négociateur justement sur ces accords nationaux interprofessionnels, et vous allez nous en parler parce qu'il y a des vrais enjeux autour de l'organisation de la santé et de la médecine au travail. Et puis avec nous, Samy Jaffar. Bonjour Samy. Bonjour. Vous êtes ingénieur prévention de l'association de prévention et de santé au travail, secteur BTP, c'est très important, au 06, dans le département du 06, département PACA, le plus beau département qui est le département de... Le plus beau département ? Oui, votre département, c'est lequel ? C'est les Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes. Oui. Et bien sûr, parce que Laurent est aussi un habitant des Alpes-Maritimes. Laurent, d'abord, administrateur de la CARSAT Sud-Est. Revenons au début. D'abord, c'est très intéressant de ne pas se concentrer sur la CARSAT en régime général. Vous nous dites la CARSAT, c'est bien autre chose. Oui, tout à fait. Tout le monde connaît le début du mot, ou pas grand monde ne connaît la fin du mot. CARSAT, c'est effectivement son cœur de métier principal que tout le monde connaît et que tout le monde côtoie. C'est le CAR, Caisse d'assurance retraite. Et la fin est beaucoup plus méconnue. Et la fin, c'est SAT, santé au travail. Mais c'est une part importante également de son travail, puisque au sein de la CARSAT, vous avez la branche retraite et vous avez la branche risque professionnel, accident du travail, maladie professionnelle, et qui est une branche importante avec des centaines de salariés sur la région PACA et notamment des préventeurs, on y reviendra un petit peu plus tard. Ça, c'est un mot que je ne connaissais pas, les présenteurs. Les préventeurs. Les préventeurs, on entend prévention. Voilà, préventeurs, prévention, avec les ingénieurs conseils ou les personnes qui sont chargées directement du contact sur les entreprises pour aller voir les salariés et les chefs d'entreprise. Donc vous avez, c'est vraiment cette branche-là qui est peu connue, qui est importante et qui est financièrement importante. Je vais donner la parole à Christian Expert et à Samy Jaffar, parce que c'est un ingénieur préventeur ou prévention, je sais pas. Vous définissez comment, préventeur ou prévention ? Je suis préventeur. Préventeur. Oui, je suis un préventeur, exactement. Quand même, des éléments importants, et on y reviendra, Laurent. La CARSAT, c'est l'indemnisation des salariés, ça c'est très clair, mais c'est aussi la tarification pour calculer les cotisations aux entreprises. C'est pas rien, ça, quand même. Tout à fait. Il y a le côté, effectivement, comme vous l'avez dit, indemnisation, donc c'est ce que tout le monde connaît, et malheureusement est un jour ou l'autre dans sa vie professionnelle confronté, c'est ce qu'on appelle les indemnités journalières. C'est ça. En cas de maladie ou en cas d'accident de travail. Donc ça, c'est le volet le plus important et le plus connu. Mais il y a aussi 2 autres volets. Donc on en a parlé avec les préventeurs, la prévention des risques en entreprise pour les salariés, mais aussi le volet tarification, donc les cotisations des entreprises liées au risque santé-travail, avec aussi parfois des majorations de cotisations et des ristournes de cotisation pour les bons élèves. Malus, bonus, malus, enfin en tout cas... Tout ceci est décidé à la CARSAT. Je me tourne vers vous, Christian Expert, parce que je l'évoquais tout à l'heure, vous avez été négociateur de ces 2 années, et si l'émission porte ce titre, vous en êtes un peu responsable parce que vous avez négocié avec d'autres, évidemment, 2 accords historiques. Est-ce qu'on peut refaire un peu l'histoire de ces 2 accords, l'un en 2020 et un autre en 2023 ? Racontez-nous, je dirais, l'esprit de ces 2 accords. Le premier, c'est l'accord national interprofessionnel santé au travail, qui a été négocié et signé en décembre 2020. La quasi-intégralité de cet accord-là, et là c'est très original, a été transcrit dans la loi. Et ça a produit la loi santé-travail d'août 2021. L'ANI branche accident du travail touche
plus particulièrement donc notre métier, l'assurance maladie, mais la part branche professionnelle, a été signé en mai 2023 et n'est pas encore décliné en droit. Sera peut-être, on l'espère, parce qu'il y a des difficultés, traduit dans la convention d'objectifs et de gestion 2023-2027. Cette convention-là signe les moyens matériels et humains financiers entre la branche accident du travail et l'État, qui est aussi l'autre bras signataire de cette convention d'objectifs et de gestion. Juste, Christian, 2023, on va y revenir, mais sur le premier ANI, vous l'évoquiez, transcrit dans la loi santé et travail, qu'est-ce que ça a changé ? Ça a changé un paradigme. On est passé du tout réparation, ou presque tout réparation, avec une priorisation de la prévention primaire. Contrairement à la prévention tertiaire, le dépistage, la réparation d'un sinistre intervenu. C'est-à-dire, j'ai un accident, je me suis blessé, on t'indemnise, voilà. L'idée, c'est d'inverser le système. C'est que l'accident n'arrive jamais. C'est l'enjeu. C'est décliné de deux façons. Au niveau d'un opérateur très important, puisque c'est 85% du tissu du régime général, qui sont les services de santé au travail, qui s'appellent maintenant services prévention de santé au travail interentreprise. L'autre volet, c'est la CARSAT, qui est le bras armé de la branche accident du travail et maladies professionnelles, avec des moyens humains, matériels et financiers par l'intermédiaire de subventions. Un mot sur la CARSAT et je donne la parole à Samir Jaffar, mais bras armés, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes aussi là pour déployer ces ANI, en fait. Oui, tout d'abord, explication du titre, en deux mots. Je sais que vous y tenez, ça c'est votre titre. Et oui, parce que c'est vrai que c'est important de le signaler, puisque si c'est historique, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est la première fois que ce type d'accord est signé par l'ensemble des partenaires sociaux qui sont autour de la table. Assez rare pour être signalé. Salariés et syndicats patronaux. Donc c'est assez rare pour le signaler et appuyer dessus, parce que ça montre que tout le monde, en termes de prévention et en termes, comme l'a dit Christian, de changement de paradigme, de mode de fonctionnement, santé au travail, tout le monde va dans le même sens, y compris les employeurs. Je pense qu'ils ont compris leur intérêt à faire plus de prévention, puisqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle coûte très cher à tout le monde, à la société, mais à eux aussi. Coût financier, puis ils perdent un collaborateur. Vu le marché de l'emploi, c'est évidemment très compliqué. Donc, le rôle de la CARSAT, il passe par le travail des préventeurs, donc les contrôleurs de sécurité et les ingénieurs conseils, qui vont en entreprise pour aider au mieux. Christian en reparlera notamment sur le DUERP, on expliquera ce que c'est, mais c'est leur rôle. Ils ont un rôle de facilitation, ils ont un rôle d'aider à la prévention, mais ils ont aussi un rôle de relevé d'infractions et derrière de sanctions. Le DUERP, document unique. Vous en avez un préventeur à vos côtés, Sami Jaffar. On a évoqué tout à l'heure cette terminologie, c'est un mot un peu particulier, on n'a pas l'habitude d'utiliser ce mot. Concrètement, vous qui êtes sur le terrain, qui rencontrez ces entreprises, c'est quoi la plus-value de ces ANI ? Eh bien, ces accords met la prévention primaire au cœur du système. C'est une prévention primaire opérationnelle au plus proche de la réalité du travail des entreprises. Aujourd'hui, notre travail, c'est sur le terrain, sur le chantier, dans les entreprises, dans les ateliers, et de moins en moins dans le cabinet du médecin du travail. Donc c'est d'aller en amont. Exactement. Pour faire de la prévention. Un chiffre quand même, parce que le BTP, il n'est pas épargné par les accidents du travail, malgré l'action que vous menez. C'est combien le chiffre ? Alors, le BTP est l'un des secteurs les plus sinistrés. Je vous donne quelques chiffres. C'est 56 accidents enregistrés pour 1000 salariés, alors que la moyenne tout secteur, c'est 34. Chez nous, 90% de nos adhérents sont des TPE de moins de 10 salariés, dont majoritairement moins de 5. Donc ça veut dire quoi là, quand vous dites ça veut dire les entreprises qui connaissent ils n'ont pas les outils et ils ont une méconnaissance vraiment. Donc là, si vous voulez, cet accord vient renforcer notre travail auprès de ces TPE, et ça passe en premier par de l'information. C'est leur expliquer en quoi consistent leurs obligations vis-à-vis de leurs salariés en matière de prévention. Donc de la pédagogie, leur expliquer ce à quoi ils ont droit, mais ce à quoi ils doivent leur devoir de chef d'entreprise. On est bien d'accord. Exactement. Et en même temps, ça nous permet de leur présenter l'offre socle qu'ils ne connaissent pas du tout,
voilà, pour laquelle ils ont cotisé. Ils pensent que c'est que des visites médicales. Que la visite, ouais, on l'entend, alors ça, c'est vrai. C'est plus large. Mais quand même, on touche à un point intéressant parce que ça touche aussi le syndicaliste que vous êtes et les syndicalistes que vous êtes. C'est les petites entreprises, on voit très bien ces profils d'entreprise, c'est 3 ou 4 salariés, un patron, 2 ouvriers, un apprenti. Ça travaille vite, ça travaille en sous-traitance. Comment on les touche? Comment on va les chercher? Et est-ce que la loi peut vraiment aller les chercher? La loi, d'une certaine façon, mais le principal interlocuteur, j'ai déjà dit tout à l'heure, des petites entreprises, ce sont les services de santé au travail. Après, il y a d'autres institutions, comme l'INRS, qui est un opérateur de la branche accident du travail, qui contient une mine d'informations, qui fait aussi de la formation. La formation initiale et continue, c'est vraiment des salariés et des employeurs, c'est quelque chose de très important en matière d'action en matière de prévention des accidents du travail. Je m'autorise à vous couper. Moi, j'ai accompagné des artisans ou essayé d'accompagner des artisans sur des formations autres que les vôtres, mais à chaque fois, les artisans ne venaient pas en formation parce qu'ils m'expliquaient qu'ils avaient autre chose à faire sur les chantiers, qu'ils avaient tellement de travail qu'ils ne pouvaient pas se former. On peut les former? Ils acceptent de venir passer une journée ou ils n'ont pas le temps? Pas forcément une journée, mais ça peut être une demi-journée. Il y a l'outil de visioconférence aussi qui est utilisé. Ça, c'est utile. Oui, parce que ça permet de ne pas prendre du temps de transport pour aller se déplacer et suivre une information, formation, et en même temps de recevoir un message de prévention. La CARSAT n'a pas les moyens matériels d'aller voir chaque TPE. C'était un peu ma question. C'était un peu ma question. Comment on fait là? Parce que on a un bloc et un changement de paradigme. Voilà, c'est le début de notre émission et c'est passionnant. Et ensuite, c'est le déploiement concret sur le terrain. Comment on fait? Alors, Laurent et Samir. Alors, tout d'abord, par rapport à ce qui a été dit, il est vrai que pour un patron, un artisan, avec 3 ou 4 salariés, 5 salariés, s'il passe une journée à aller se renseigner, il perd beaucoup d'argent. On est d'accord. C'est un état de fait. C'est clair qu'une entreprise qui a 2000 ou 3000 salariés, il y a 5 salariés qui vont en formation, c'est beaucoup moins grave et c'est beaucoup plus facile. C'est entendable. Maintenant, il faut voir aussi l'autre côté. C'est que si dans cette petite entreprise, demain, il y a un accident du travail grave, avec des conséquences parfois mortelles, là, par contre, le petit patron, il va être tout seul face à la machine administrative et ou judiciaire qui va se mettre en route. Il va être tout seul. D'où l'importance de bien lui expliquer. D'où l'importance qu'il se renseigne, qu'il sache ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire, et d'où l'importance aussi qu'il puisse comprendre que la CARSAT n'est pas là que pour lui prendre de l'argent en cotisation, par les cotisations ou par la médecine du travail, mais aussi l'aider avec des centaines de millions d'euros sur toute la France qui sont dédiés aux différentes branches professionnelles CARSAT, DRP, Direction des risques professionnels, pour aider les entreprises, notamment les petites, par les SPTPE, à mettre en place des mesures spécifiques d'accompagnement financier pour les aider à mieux équiper un atelier, à mieux protéger le salarié. Et ça fait partie du rôle de la CARSAT. Juste, Samy, c'est important, oui, sans rajouter 2 R avec le prénom. Samy Jaffa. Sur le terrain, c'est quoi concrètement? Vous les avez, vous, les entreprises devant vous. C'est quoi le problème? Comme je vous expliquais, au départ, il faut faire de l'information avant de faire de la prévention. Ils viennent à vos ateliers? Parce qu'il n'y a rien d'obligatoire, visiblement. Donc, je vous parlerai tout à l'heure des ateliers documents uniques, accompagnement, documents uniques, évaluation des risques. Mais ce qu'on fait pour toucher nos adhérents, on fait ce qu'on appelle des matinales de la prévention. On les fait en présentiel et en visio, sur un format d'1 heure, chef d'entreprise. Voilà. Et on lui fait l'information dont il a besoin. Et ensuite, on passe à l'étape. Il ouvre des grands yeux, Samy, ou pas? Oui, bien sûr, fait... parce que oui. Ils se disent, mais je n'étais pas au courant, je ne savais pas, je connaissais pas bien mes obligations. Et là, à partir de ce moment-là, on va entamer une démarche de prévention, un accompagnement et une démarche de prévention. Voilà, ça va commencer par d'abord lui établir sa fiche d'entreprise. C'est un document que nous, on doit à notre adhérent. Mais c'est quoi, on met quoi sur la fiche? C'est les harnais, les chaussures à bout renforcées, les casques. Alors, c'est quoi? La fiche d'entreprise, ça nous permet d'analyser avec le chef d'entreprise quels sont les risques de son activité. D'accord. Okay. De voir quelles sont les actions et de protection qu'il met en place. Okay. Et ensuite, bien nous, ça nous permet de connaître son niveau de maîtrise de ces risques.
Et à donc de partir ce dangerosité moment-là, potentielle. Ça nous permet de cibler les recommandations qu'on peut lui faire. Ça, c'est la première étape. Voilà. La deuxième étape, c'est on lui pose la question, avez-vous votre document unique d'évaluation des risques? En général, la réponse est non. Et donc vous l'accompagnez là. Et là, on va l'accompagner. Et Christian, peut-être tu veux parler. Il va parler, Christian, oui, je vous confirme. Voilà. Ce qu'on fait maintenant chez nous, c'est qu'on met en place des ateliers collectifs d'accompagnement au document unique. Pas à les pas. accompagner individuellement, c'est impossible. C'est impossible. Trop de monde. Mais vous les aidez en accompagnement très concret à pouvoir avancer. Sur un format d'une journée. Donc c'est en même temps un moment d'échange avec les chefs d'entreprise. Mais à la fin de cette journée, l'adhérent repart avec son document unique rédigé et avec son plan d'action. Mais je vous ai vu réagir quand j'ai parlé des chaussures à bout renforcé, des harnais, des casques, enfin de tous les outils de sécurité. Vous m'avez dit non, c'est pas ça. Le DUERP, alors qu'est-ce qu'on y met dedans? Enfin, c'est une feuille de route sur les éléments de sécurité qu'utilisent les entreprises? Le document unique, c'est de faire un inventaire des risques. Donc vous risquez quoi? De tomber dans l'échafaudage? C'est ça. On liste toutes les possibilités. Oui, et ensuite on met en face les moyens de prévention de ce risque qui a été identifié. Et on construit un plan d'action. J'ai un risque de chute de hauteur, je vais mettre des échafaudages, est-ce que j'ai les moyens ou pas? Est-ce que je peux avoir des subventions prévention pour acheter ces échafaudages financés par la CARSAT? Quand est-ce que je vais pouvoir acheter ces échafaudages? Peut-être que je vais faire un plan sur 2 ou 3 ans. En attendant, peut-être que je mettrai le harnais. Tous ces éléments-là, ça permet à l'entreprise d'avoir une vision claire de ses risques professionnels et d'avoir une vision de tout ce qu'il doit mettre en œuvre. La fiche d'entreprise dont parlait Samy est un diagnostic que fait le service de santé au travail des risques de l'entreprise. Et ça rejoint ce document unique d'évaluation et ça peut être aussi une base pour le chef d'entreprise de connaissance de risques qu'il n'aurait pas forcément identifiés. Donc juste un mot côté Laurent, côté CARSAT, puis j'aimerais qu'on parle aussi des services de santé au travail, parce que avant on allait voir le médecin donc en curatif, on était malade, on allait voir le médecin du travail, on allait mal, on était blessé. L'idée, si je comprends bien, c'est qu'il faut essayer d'éviter d'aller voir le médecin du travail et de faire travailler en amont. Vous vouliez rajouter quelque chose, Laurent? Oui, Arnaud, pour revenir sur ce qu'expliquait Samy par rapport au BTP, on a parlé du côté prévention, aide, construction de la sécurité d'entreprise. Maintenant, la CARSAT a un autre volet, c'est le volet répression. Et pour revenir sur le BTP, il y a quelques mois, c'est pour ça qu'on l'appelle ici à Marseille la CARSAT Sud-Est et pas la CARSAT PACA. Jusqu'à la Corse, je ne l'ai pas dit. Voilà, il y a la Corse. Il y a quelques mois, il y a eu une opération coup de poing de la CARSAT de la direction des risques professionnels en Corse, avec beaucoup de chantiers contrôlés. Les contrôles, c'est simple, c'est la première fois, c'est carton jaune. Si le risque de danger, notamment de danger de mort pour les salariés, est trop important, c'est carton rouge direct. Et alors là, carton rouge? Et carton rouge, c'est-à-dire c'est une obligation avec un temps donné. On arrête le chantier? De mettre le chantier aux normes. Et si le chantier n'est pas aux normes, il ne reprend pas. Et si le chantier reprend alors que la CARSAT n'est pas venue contrôler que les mesures adéquates avaient été mises en place, c'est infraction et c'est surtout derrière majoration de cotisation. Donc il y a les gentils avec Samy qui font de la prévention et qui disent attention, si vous ne respectez pas votre DUERP et un certain nombre de règles, vous allez avoir des gens de la CARSAT qui sont beaucoup moins sympas que Samy et ses équipes. C'est un peu ça l'histoire quand même. On est complémentaires. Voilà, les préventeurs CARSAT font la même chose. Ils font aussi de la prévention des entreprises. Vous le faites aussi? Vous descendez parfois de manière un peu autoritaire sur les chantiers ou pas vous? Pas du tout, c'est pas notre rôle. D'accord, il faut se rappeler que ce sont nos adhérents et nous on est là pour les accompagner, les aider. On est d'accord. Non mais je voulais savoir bien vous ranger au bon endroit. C'est le rôle de la CARSAT unique. Christian, vous voulez intervenir? Parce que là on voit quand même qu'il y a un côté coercitif quand même. Oui, majoration. Alors il y a un autre acteur qu'il ne faut pas oublier, c'est l'inspection du travail. Oui. Lui a le droit d'arrêter un chantier. Lui seul, Oui. Mais pas la CARSAT. L'opération Corse a été faite en coordination avec l'inspection. On est d'accord. La CARSAT peut mettre une injonction. Une injonction. Et c'est l'inspection qui va bloquer le chantier. Le deuxième élément, ça concerne les services de santé au travail. On n'a pas de pouvoir coercitif. Néanmoins, le médecin du travail qui identifie un danger grave et imminent a un devoir d'alerte au niveau de l'entreprise et il va signaler à l'employeur qu'il y a un danger grave et ça va le mettre en cause en imaginant qu'il y a un accident grave ou mortel et qu'il y a une procédure pénale. L'employeur qui serait inactif, et c'est vrai aussi pour les mises en demeure de la CARSAT,
aura beaucoup de mal à se justifier, à sortir d'une peine pénale en cas d'accident grave. Oui, ce sujet me passionne, il est très technique. Le fameux document sur lequel travaille Samy, il est utile d'un point de vue juridique aussi en disant j'ai bien un DUERP, j'ai bien mon document, il est utile ? Oui, c'est utile. Si on ne l'a pas, le document, c'est une pierre dans le jardin en matière pénale. Il y a une petite subtilité juridique. Si votre employeur n'a pas écrit et rempli son DU, un salarié lambda peut aller prétendre devant le Conseil des prud'hommes pour avoir une indemnisation de son préjudice subi. Ah oui, donc effectivement, ça c'est aussi des éléments que vous devez évoquer au chef d'entreprise. Et après, Laurent, Samy, un mot et Laurent pour conclure. Justement, c'est concernant le document unique, l'intérêt pour le chef d'entreprise au départ d'évaluer ses risques et sa responsabilité pénale derrière. Donc, il faut que je sois... Ça, c'est un argument quand même. Hein. Ah oui, bien sûr. Donc, ils engagent leur responsabilité pénale. Juste avant de nous quitter, combien d'entreprises n'ont pas encore ce fameux document unique ou grâce au travail des associations de prévention, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le DU, tout le monde l'a dans son coffre ? Écoutez, moi qui suis sur le terrain, je vous dirais que la majorité de nos petits TPE n'ont pas de document unique de gestion des risques. Donc vous avez encore quelques années de travail devant vous. Exactement. Pour continuer à évangéliser sur ce sujet. Juste un petit mot, parce que je m'adresse aussi Laurent, au vice-président de la commission régionale accident du travail, mais on voit le paradoxe quand même. Vous êtes des syndicalistes, et on voit la difficulté de syndiquer des salariés dans des petites boîtes de 4 ou 5. C'est très compliqué. Oui. Parce que là, c'est aussi une difficulté pour les syndicats de pouvoir toucher ces salariés. Tout à fait. C'est compliqué parce que on parle là du côté employeur qui ne connaît pas forcément ses obligations et ses droits et ses possibilités. Mais les salariés, c'est pareil dans les petites entreprises. Ils ne s'y intéressent pas, ils n'ont pas de structure qui leur permette de s'intéresser à leurs droits et aux possibilités. Donc c'est là qu'est tout l'enjeu d'être syndiqué pour avoir des informations, et notamment syndiqué à la CFE-CGC pour avoir de très bonnes informations de qualité. Mais je veux juste vous rappeler quelques chiffres. La CARSAT est aussi détentrice des chiffres de sinistralité qui sont publiés chaque année sur le site de la CARSAT. Vous les avez d'ailleurs devant vous. Hein. J'en ai une partie devant moi. Par exemple, l'année dernière, la CARSAT a infligé plus d'une centaine d'injonctions aux entreprises. Tout secteur confondu. Hein, tout secteur confondu. Alors, quand il y a par exemple des majorations de cotisation en fonction, c'est un petit peu complexe en fonction de la taille des entreprises. Ça peut être directement l'entreprise qui est ciblée, ça peut être la branche professionnelle, ça peut être le secteur d'activité, c'est un peu complexe. Mais je peux vous assurer que quand on met une majoration de cotisation à un grand groupe, excusez-moi du terme, ça pique les yeux en termes financiers. Hein. Ça fait mal hein, quand les cotisations sont multipliées par X et qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'euros en plus à donner. Je peux vous assurer que les grands groupes se mettent vite au diapason. Juste un mot, Christian, parce que vous suivez les deux textes 2020-2023, dont le dernier, vous nous dites qu'il n'est pas encore tout à fait appliqué. Il n'est pas décliné. Il n'est pas encore décliné, mais concrètement, l'enjeu pour les sous-traitants qui disent « mais attendez, nous, ce n'est pas de notre faute ». Puisque le donneur d'ordre nous fait travailler plus vite, très vite, on n'a pas les moyens de pouvoir mettre les... Est-ce qu'ils peuvent renvoyer la faute ou la responsabilité au donneur d'ordre ? La faute est partagée. Elle sera partagée dans ce cas-là. Elle sera partagée. Le donneur d'ordre a une responsabilité vis-à-vis de son sous-traitant, mais le sous-traitant a une responsabilité entière par rapport à la prévention des risques professionnels de ses salariés. Il ne pourra pas se réfugier uniquement dans les bras du donneur d'ordre. Il aura sa responsabilité engagée. Mais les deux auront une responsabilité. C'est un focus aujourd'hui important sur les préventeurs, et j'ai appris un mot, préventeurs, ceux qui font de la prévention. Vous, concrètement, les deux ANI, ils vous aident dans votre action concrète au quotidien ? Alors, l'ANI santé travail, oui, bien sûr, parce que ça nous permet de faire vraiment de l'action sur terrain. Et en fait, notre offre de service en milieu de travail, c'est plus étoffé. Et désormais, on privilégie l'action sur le terrain. Donc, je peux vous donner quelques éléments, si vous voulez, de notre quelques secondes. Offre de service. Hein. On a parlé de la fiche d'entreprise, on a parlé de l'aide aux documents uniques.
On réalise sur chantier ou dans les ateliers de la métrologie. Donc on fait des mesures avec du matériel très performant, mesures d'empoussièrement, poussière de silice, poussière alvéolaire, poussière de bois. Pour tous les risques évidemment. Voilà, fumier de soudage parce qu'il y a des risques et des expositions. On fait de la dosimétrie bruit sur chantier sur une journée de 8 heures. On fait des mesures de vibration corps entier, même bras. On fait des mesures d'ambiance lumineuse. Par exemple, qui ont des conséquences sur les troubles musculo-squelettiques voilà, par exemple. Exactement. On fait aussi un accompagnement au risque chimique. C'est un risque qui est très assez, important. Qui est difficile à appréhender pour un chef d'entreprise parce que c'est un risque un peu invisible. Les effets sont différés. Et sur le long terme. Et sur du long terme. Et bien, on est là pour les aider à maîtriser ce risque. Vous avez une minute à vous partager, Christian et Laurent. Vous allez vous mettre d'accord, évidemment. Vous vouliez rajouter quelque chose en complément? En matière d'importance par rapport aux organisations syndicales, en particulier la CFE-CGC, les deux accords affirment et réaffirment une volonté de gouvernance. Une gouvernance de la branche accident du travail au sein de cette commission d'accident du travail, une gouvernance au sein des conseils d'administration des services de santé au travail et aussi au niveau du pilotage de la santé au travail, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. On renforce le rôle des partenaires sociaux et du paritarisme grâce à ces deux accords. Un mot de conclusion, Laurent Lebris. Oui, pour continuer ce que disait Christian, c'est pour ça que ces deux ANI sont historiques. Parce que les partenaires sociaux, patrons et syndicats de salariés, ont réussi à s'entendre sans l'aide de l'État. Ça n'a pas été le cas pour la réforme des retraites, entre autres. Mais c'est important aussi que les entrepreneurs et les salariés comprennent que, notamment ces deux ANI ont sanctuarisé le nombre de préventeurs, voire aller à l'augmentation, pour faire plus d'aide et plus de contrôle. Mais aussi, il est important de savoir, ça peut paraître un détail, que lorsqu'il y a des majorations ou des ristournes accordées ou infligées à des entreprises, c'est toujours 99% des cas, la décision est prise à l'unanimité des partenaires sociaux, employeurs et salariés. Donc il y a une osmose de travail pour vraiment protéger la santé des salariés. Merci Laurent Lebris, merci de nous avoir éclairé. Vous êtes le vice-président de l'Union régionale CFE-CGC PACA. Vous êtes un habitant des Alpes-Maritimes, si je ne m'abuse. Tout à fait. C'était un vrai plaisir. Et puis vous êtes administrateur de la CARSAT sur lequel vous avez fait un éclairage extrêmement précis. Merci à nos deux experts, Christian expert, médecin du travail, expert CFE-CGC, qui nous a éclairé sur ces 2 années 2020-2023. Puis merci à notre préventeur, puisque je vais vous appeler comme ça dorénavant, Samy Jaffar, ingénieur prévention de l'association de prévention et de santé au travail du BTP, vous aussi venu des Alpes-Maritimes, donc de pas très très loin si je ne m'abuse. Exact. Merci à vous, merci de votre fidélité. Faites-nous part de vos réactions, c'est toujours intéressant aussi de savoir ceux qui nous regardent comment ils vivent cette émission transversale qui est une super émission. Puis je remercie Cécile qui me parlait dans l'oreillette et qui m'a accompagné au cours de ces émissions. Merci à Daniel Petrucci pour sa confiance, merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.